Bien, parmi des défis qui ne sont pas très récents, mais qui prennent évidemment une prégnance plus forte aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait appeler l'urbanisation galopante des populations amazoniennes. On estime, bon, c'est des estimations, parce que qu'est-ce qu'on appelle urbanisation? On estime peut-être que la moitié des populations amérindiennes d'Amazonie soit vivent dans des petites villes ou des grandes villes, voire des capitales, soit ont des relations très étroites et très fréquentes avec des villes, et donc, en somme, sont dans une sorte de va-et-vient permanent entre alors ça, c'est depuis maintenant quand même pas mal de temps, mais avec une acuité particulière ces dernières 10-20 ans, où parfois il y a des routes qui se construisent, donc il y a on peut faciliter, disons, ces liens, et donc qui demandent effectivement aussi à ce que un peu nos méthodes de travail euh, changent un peu. Alors on parle souvent ça me plaît pas beaucoup, mais de recherche multisituée, c'est-à-dire qu'on se déplace aussi, on suit en fait la mouvance, enfin la mobilité entre villes, communautés. Alors il y en a où les liens sont restés très proches, il y en a où des questions des communautés ne peuvent que se régler en ville, donc où on y va pour régler les problèmes en fait ruraux. Il y a d'autres où on essaie de reproduire en ville la communauté, c'est-à-dire une sorte de indigénisation de quartiers. Il y a aussi toute la question liée à la délimitation des territoires, c'est-à-dire est-ce que la problématique de la reconnaissance officielle de territoires autochtones urbains a beaucoup avancé, c'est-à-dire en Colombie par exemple, à Leticia, qui est une ville frontalière, qui a peut-être aujourd'hui 35 000 habitants, c'est le système du resguardo, c'est-à-dire d'un système de, de, de comment dire, de répartition des populations indigènes. Il y a une reconnaissance officielle de certains resguardos urbains. Et ils ont refait leur case, leur grande case ronde là, euh, et ils vivent évidemment dans le quartier, mais ils ont essayé de reproduire, en somme, en ville, puisqu'ils ont obtenu justement alors c'est très différent de ce que j'ai dit au début sur les Yaguas qui, eux, sont très mouvants. Là, c'est plutôt des populations de Languitoto, Borin, etc., qui qui investissent d'une certaine manière la ville, qui s'y installent, mais qui ont toujours des liens avec les resguardos d'origine, avec les communautés d'origine. On a des cas, alors là, il y a tous les cas possibles, comme à Manaus ou ailleurs, Iquitos, où des communautés sont installées en ville et ont coupé tous les liens avec leur communauté d'origine. Et là, on n'a pratiquement aucun critère pour les repérer, tout ça. Ils sont effectivement... Il arrive que parfois, ils constituent des associations. Il y a l'association des anciens combattants, ça, il y a l'association, par exemple, des communautés de telle rivière où on se réunit pour quand même parler un peu voilà. Et donc il y a toutes les situations possibles et envisageables dans la relation à la ville. Il y a même des groupes qui sont aujourd'hui plus nombreux en ville. Par exemple, les Shipibo du côté de Lima qui occupent plusieurs quartiers où ils produisent de l'artisanat, enfin, etc. Pour des choses. Il y a peut-être autant de Shipibo aujourd'hui, de Langpano, qui sont dans des villes que dans les communautés d'origine, même si les communautés d'origine peuvent être assez importantes, hein, n'est-ce pas? Mais elles sont sur le lieu où ils ont toujours vécu. De toute façon, Pucallpa, c'est leur territoire, donc, enfin leur territoire, c'est leur terre. Donc pour eux, ça pose pas de problème.
Et il y a un autre défi aussi, enfin il y en a beaucoup. Euh, Moi je dis ça sur la question de l'urbanisation galopante parce que euh, c'est quelque chose qui s'est accentué très fortement ces dernières années. Et je pense qu'on n'est pas forcément très bien armé sur un peu ses limites plus floues. On aime bien vous voyez, avoir des groupes ça clair quoi. Là il y a tel, il y a les Tikuna, les Yagua, les Kokama, tout ça. Mais non, ils sont tout ça et, évidemment. Donc là on a peur aussi, on ne sait pas comment aborder ces entités-là qui sont mouvantes plus encore que parce que même linguistiquement, ils sont souvent, évidemment, ils parlent souvent plus l'espagnol ou le portugais que leur langue. La nouvelle génération, ben, les Yaguas, euh, je pense, dans la jeune génération, euh, la grande majorité ne parle plus leur langue. Ils peuvent peut-être le comprendre, puisque la génération du dessus entre eux le parle, mais à mon avis, ils ont... alors qu'il y a des groupes qui continuent. Aujourd'hui, ils continuent à enseigner leur langue, et leur langue est là, et puis voilà, bon, il y en a beaucoup. Donc ça varie en fonction des groupes. Euh, il y a aussi ce que mon collègue anthropologue Oscar Calavia a appelé les bâillons ethnographiques. Il va y avoir une journée, oui, il va y avoir une journée sur ça, c'est-à-dire sur aujourd'hui ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Quoi. Est-ce qu'on peut, sans vouloir être, disons, d'opter pour une position anti-autochtone, quoi. Parler de, de, de trafics illégaux, de, de, de toutes sortes. Comment peut-on en parler si on en parle? Si on n'en parle pas, il y a tout un pan de la réalité, si je peux dire, et de la dynamique même qui disparaît. Alors, même en ne mettant pas les noms, en prenant toutes les précautions, c'est vrai que de plus en plus, on est un peu coincé. Enfin, moi, quand j'écris, parce que ce qui est illégal pour les Yaguas, c'est parfaitement légal, si je puis dire. Donc, évidemment, quand ils font du transport de poudre de cocaïne, bon, la coca, pas la cocaïne, bien sûr. La coca, ces populations l'utilisent depuis très longtemps. La coca n'est pas andine, enfin, elle est aussi amazonienne. Et depuis très très longtemps, les populations prenaient de la poudre des feuilles de coca, bon, c'est pas de la cocaïne, évidemment. Et donc, c'est difficile à ces populations de leur dire que de ne pas cultiver un carré de coca, quoi. Alors, évidemment, euh, la tentation peut-être. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, jusqu'où on peut dire quelque chose qui n'est pas vu comme allant contre les intérêts autochtones. C'est-à-dire il est clair qu'on est du côté, évidemment, on est de ce côté, mais enfin, on parlait d'Amazoniens, d'Amérindiens bolsonaristes, voilà, il y en a aussi qui déforestent. Comment le dire, voilà, comment faire. Donc ça, c'est une question très importante. Alors, parmi les chantiers qui nous restent, justement, je rejoins un peu ces questions sur la restitution des données ou des fonds d'archives. Alors, ça, c'est une question qui est peut-être plus compliquée que ce qu'il y paraît au premier abord, parce que le temps a travaillé entre le moment où vous avez recueilli ces informations, dans mon cas, les premières remontent à 50 ans. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui étaient un peu les dépositaires de certains récits, de certains chants qui sont morts. Faire écouter ces chants peut être très dommageable dans s'il y a un malade, tout ça, on peut dire c'est parce que tu nous as fait écouter ce chant, il y a une maladie, donc c'est très compliqué. Ça peut provoquer aussi des conflits avec l'histoire, c'est-à-dire le fait de rappeler de restituer certains documents, euh, ou même à travers la jeune génération, des peintures, l'iconographie, des peintures qui utilisent des motifs qui ont été des motifs de propagande
des caoutchoutiers, des barons du caoutchouc de l'époque dans l'art contemporain amazonien peut provoquer des réactions chez certaines personnes, comme par exemple ceux qui auraient collaboré avec les caoutchoutiers et ceux qui n'ont pas collaboré. On a connu ça évidemment ici avec la collaboration. De ça, les projets collaboratifs, c'est à double sens. Hein. Et donc, c'est comme dit, bon, il y a 2 dossiers dans les derniers numéros du journal de la Société des Américains que je n'ai pas ici, sur la restitution numérique en particulier. Et il y a une introduction de Valentina Wapnarski qui est très intéressante et qui dit qu'en fait, conserver, c'est aussi transformer. C'est-à-dire, on peut changer le sens, les contenus, par le travail du temps, justement. Et il y a des choses qu'il faut pas, probablement, qu'il ne faut pas restituer. Il y a des choses qu'il faut restituer. Voilà, donc il faut savoir, en fait, ce qu'il faut restituer. Par exemple, dans les musées, il y a des choses qui demandent à être restituées, par exemple des reliques de certains personnages, et qui ne sont pas restituées par le fait qu'on pense que si on les restitue, ils vont être détruits. Mais justement, la destruction peut être perçue comme la transformation vers autre chose, et pas forcément comme le néant. C'est-à-dire que ça demande évidemment tout un... Les masques en Amazonie, souvent, on disait, Marc Munsell parlait de l'éphéméritude en parlant de l'arc amazonien, qu'on le refait à chaque fois. Il n'y a pas de musée, enfin, ils n'ont pas inventé le musée, peut-être en Afrique avec les masques. Mais en Amazonie, bon, les objets sont détruits, les flûtes, ou alors on met un bout de la flûte dans l'eau qui sert justement dans les doubles, ça ressemble aux doubles funérailles que l'on met dans les nouvelles flûtes. Mais on refait à chaque fois, je veux dire, on ne garde pas. La conservation n'est pas l'expression, justement. Pour ça qu'on utilise le mot de art amazonien. L'art amazonien implique une sorte de stabilisation, finalement, des motifs, des sortes de critiques d'art, sur le marché de l'art, sur tout ça. Il y a toute une complexification, disons, de ça qui fait que, disons, une restitution de fonds d'archives ou des restitutions sous forme d'iconographie, de peinture, de documents sur le passé, bien évidemment, n'est pas anodin, donc qui demande effectivement beaucoup de réflexion avant de en bloc dire voilà, on vous restitue tout, débrouillez-vous. Non, c'est pas ça justement. C'est ce qui peut l'être et ce qui... et même si ce qui va être restitué, justement, va être détruit. Ça, c'est le destin des trucs. Et le dernier point qui me semble important, il y en a beaucoup d'autres, mais que je voudrais aborder, c'est celui de participer, de soutenir et de participer, peut-être, alors là aussi, ça peut être soumis à critique, un peu aux universités autochtones qui se développent dans différents endroits, notamment, je cite toujours celle de Manaus, là, puisque j'ai des collègues qui travaillent là, sur la formation d'anthropologues amérindiens, dans le nucléo d'études de l'Amazonie indigène à Manaus, qui est un très bel exemple de toutes les enseignants, la formation. Et alors, il y a quelques anthropologues qui sont là, mais qui sont plutôt en deuxième ligne, quoi. Et donc, je pense qu'il y a toute cette idée que l'on voit aussi au Pérou, de formation, hein, pas forcément d'anthropologues, mais de penseurs, de gens qui réfléchissent dans une optique, disons, par rapport à la distanciation qu'il faut avoir ou pas avec les politiques étatiques, avec les relations, bon, parce qu'il y en a beaucoup qui rentrent dans la structure étatique, des gens, des avocats, qu'on appelle ça, pas des avocats, des congressistes, des maires, qui rentrent dans la structure étatique, mais il y en a beaucoup qui justement cherchent non seulement, c'est pas la société contre l'État, ça peut être face à l'État, ou un peu garder une distance face à l'État, c'est-à-dire une façon
en fait, de garder une certaine indépendance. Moi, je vois les Yaguas, ils ne cherchent pas tellement. Alors, bien sûr, on parle toujours de ce qu'on pense connaître un peu moins mal, mais ils ne cherchent pas forcément. Ils sont très peu présents dans les structures étatiques, même si j'ai appris dernièrement qu'un des présidents d'une organisation indigène importante, Orpi, est un Yaguas qui m'a beaucoup dit oui, tiens, ça y est, ça c'est un changement, c'est pas une transformation. Et ça, c'est bon. Alors il faut toujours un cas qui annule le reste, quoi, qui permet de contredire, disons. Mais enfin, je crois qu'il y a là un potentiel, on ne sait pas trop évidemment il y a un potentiel très important qu'il faut soutenir. Et donc là aussi, à l'université d'Iquitos, j'ai essayé de donner aussi de soutenir un groupe de jeunes Kokama et tout ça, d'essayer de parler avec eux, dialoguer plutôt que de donner des cours comme ça, même si c'est durant les horaires du cours. Donc c'est un peu les chantiers. Oui, c'est un peu les chantiers. Excusez-moi. C'est un peu les chantiers que je vois. Qui sont, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est à ceux-là que je pense. Voilà. Bien, en vous remerciant encore une fois pour avoir eu la patience de m'écouter et à bientôt.